savez, elle est très abondante. Partant de l'Assemblée nationale, elle est aussi religieuse. Vous avez suivi, il n'y a pas 48 heures, le président de la République a été au centenaire de l'église kimbanguiste pour peut-être évoquer aussi le parcours de celui que d'aucuns appellent les symboles de la lutte pour l'émancipation de l'homme noir, l'émancipation de l'homme africain. Je citais le prophète Simon Kimbangu. À l'Assemblée nationale, la mise en place et le goût a été donné pour la mise en place d'une commission parlementaire pour enquêter sur les atrocités à l'est du pays. Le premier vice-président de cette chambre, Jean-Marc Aboun, l'avait déjà prédit. Tous ces députés, tout celui qui sera cité dans ces rapports doit pouvoir répondre de ces actes devant les juridictions tant militaires que civiles. Encore cette question des rétrocommissions dans l'affaire de 12 millions de Congolais, ce qui représente les 15% de 80 millions dans l'argent des décotes des pétroliers. On en parle ce soir dans un contexte où l'économie congolaise connaît une difficulté. Vous le savez, la réserve en termes de débit de la Banque centrale n'est que d'une semaine. On parle d'alerte au niveau même du gouvernement de la République qui s'est fait attendre avec l'équipe Samal Condé qui a annoncé pour la fin de cette semaine. Voilà les sujets qui feront le menu de votre magazine. L'émission de ce soir restera pour vous, monsieur Jean-Paul Kazamba. Lui, il est très proche du FCC, Front commun pour le Congo. Jean-Paul, bonsoir. Merci mon frère. Merci. Bienvenue à vous. Oui, on est là. Comment se porte le FCC? Oui, le FCC se porte à merveille, bien que dans une famille politique, il ne manque pas quand même des rebelles, mais en gros, l'FCC se porte bien. Vous savez que nous avons une autorité morale qui parle peu, mais qui écoute beaucoup. Donc voilà, c'est ça, la FCC, c'est la discipline et consort. Yes. Je l'avais dit, ce que les étudiants disent de moi, il y a maintenant un FCC barre proche de l'autorité morale, un autre FCC proche de M. Félix Tshisekedi, président de la République. Non, il n'y a pas de FCC, il n'y a qu'un seul FCC qui est coordonné par le professeur Némi Mouilania. Il y a une transhumance, vous savez que par rapport à la culture politique congolaise, les opérateurs politiques congolais ont une crise criante ou un déficit de culture politique. Il y a une transhumance, c'est-à-dire que ce sont des gens, lorsqu'ils voient que s'il n'y a pas, on ne voit plus clair, on change de camp, c'est comme ça. Il n'y a qu'un seul FCC qui est coordonné par Némi Mouilania. Les autres qui sont partis, on en est où ça fait partie de la politique congolaise. La commission de crise dirigée par Raymond Tibanda. Le comité de crise a été initié par le coordonnateur Némi qui a demandé au chef de l'État de créer un comité de crise pour entendre les uns les autres, savoir pourquoi il y a eu transhumance, pourquoi il y a d'autres députés qui ont cherché à quitter les bateaux FCC pour aller à l'IDPS. Vous avez trouvé la solution? Les mobiles, c'était quoi? C'était pour savoir, pour écouter les avis des uns et des autres, savoir pourquoi il y a eu une catégorie ou un groupe de députés qui ont quitté les FCC pour aller à l'IDPS, moyennant à coup d'argent, parce qu'il y a eu des billets de dollars qui ont circulé. Très prochainement. C'était ça la raison d'être de ces comités. Très prochainement pour parler du FCC. Je ne sais pas comment vous vous comportez maintenant. C'est dans l'opposition. Vous allez mener une opposition qui vient avec des propositions pour l'avancement de la République. On en parlera très prochainement. Alors le deuxième invité, messieurs Alain Bolodjoa, lui n'est plus à présenter. Il fait la ronde des grandes émissions dans cette ville de la République démocratique du Congo. Alain, bonsoir. Bonsoir, très heureux. Vous êtes de la nouvelle classe politique. De l'opposition. C'est-à-dire quoi, nouvelle classe politique? La nouvelle classe politique, c'est justement un caucus qui amène un nouveau paradigme de gouvernance avec le souci de gouverner autrement bien. Très bien. Très content de retrouver Jean-Paul. Oui. En tout cas, c'est pour moi un grand honneur d'être votre invité ce jour. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à vous, maître Alain. Rapidement, une question, oui ou non, d'accord ou pas d'accord, avant que nous puissions prendre d'abord les grands thèmes de l'actualité sur le plan politique à l'Assemblée nationale. La date du 6 avril, une proposition signée Félix Tshisekedi lors du centenaire de l'église kimbanguiste. Pour lui, il a demandé au président des deux chambres, Sénat et Assemblée, de se concentrer chacun pour que cette date-là soit désormais décrétée, fériée et payée. Quel est votre avis?
Bon, c'est quand même décevant de voir la première institution qui donne l'impression de n'avoir pas la maîtrise du fonctionnement de l'État. C'était un discours captieux, justement destiné à nos concitoyens de l'église kimbanguiste qui ont eu à applaudir, et fort malheureusement, il n'a pas tenu compte de la sensibilité de la loi. Il suffisait de voir comment les gens ont réagi pour vous rendre compte que c'était de propos exotériques adressés aux gens qui n'ont pas peut-être cerné le fonctionnement de l'État. Cela relève, effectivement, fort malheureusement, cela ne relève pas de la responsabilité de parlementaires. C'est un domaine réglementaire, il y a un caractère réglementaire, il suffit de voir l'article 128 de la Constitution pour vous en rendre compte. En principe, devait plutôt s'adresser au gouvernement, et c'est au gouvernement de statuer, et fort malheureusement, on a un représentant de la République, quelqu'un qui est censé être les garants du bon fonctionnement des institutions, le protecteur de la Constitution, et fort malheureusement, on se rend compte qu'il a cherché à séduire en violant les dispositions constitutionnelles. Un mot sur le parcours de Kimbangu. Oui, en tout cas, il faut reconnaître que Papa Simo Kimbangu, tel que nous aimons l'appeler, c'est un grand esprit, quelqu'un qui a marqué positivement sa génération. Il suffit seulement de voir la date de sa mort pour vous en rendre compte. Il a été parmi les rares Congolais qui ont dit non à la manipulation, non à l'occupation. Au colon belge, hein? Fort malheureusement. Et à cette époque-là, c'était la fougue. Hein, il suffit seulement de voir le calendrier tel que présenté par le Belge pour vous rendre compte qu'à cette époque-là, la Belgique voulait brimer tous ceux qui s'y opposaient par rapport à ses politiques. Et en ces moments-là que lui a pris sa langue pour communiquer et transmettre un message. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tous qui militons, eh bien, nous avons trouvé une souche. Et c'est souche-là qui nous permet d'avoir et l'opposition et la majorité. En tout cas, c'est un grand esprit, comme je l'ai dit, que nous devons commémorer régulièrement. Mais maintenant, la question de consacrer ou de décréter cette journée comme une journée spéciale, chômée, payée, ça reste de la compétence des institutions. Mais en ce qui me concerne, je crois que nous devons plutôt faire la promotion de la laïcité. Très bien. On a déjà 9 jours comme ça fériés, en commençant par le 1er janvier, un jour férié. Vous arrivez le 16 mai, les 16 mai, les 16 mai, vous avez les jours fériés, les jours de la mort de Lumumba, les jours de la mort de Mouzé, le 1er août, fête des parents, le 25 décembre, le 30 juin, c'est déjà beaucoup. Mais au-delà de peut-être de ce que votre co-débatteur a dit, la bourde ou la méconnaissance des textes juridiques, mais, quand même l'idée elle est bonne, hein? L'idée elle est bonne. Mais est-ce qu'on célèbre des héros comme ça par des jours fériés ou bien... Non, Serge, le problème qui est là, c'est un problème de forme et de fond. Comme le dit mon co-débatteur, ici nous avons d'abord un problème de forme. Il y a le Code du travail à régler ce problème de régime des jours fériés. C'est au niveau du Code du travail. Il y a même dans l'article 123. L'article 123 du Code du travail dit que les régimes des jours fériés sont décrétés. Il y a le ministre prend un arrêté, c'est sur proposition du ministre. Le ministre propose au chef de l'État qui prend l'ordonnance en concertation avec le Conseil national du travail pour que le président public signe un décret ou prend une ordonnance à la matière. Donc il n'était pas question aux deux chambres de se saisir du dossier. Et par contre, le Code du travail a été, le régime des jours fériés est réglementé par le Code du travail dans l'article 123 du Code du travail, qui dit que le ministre ayant charge du travail et de la prévoyance sociale, c'est sur sa proposition que le président de la République décrète un jour férié. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, vous savez que dans notre Constitution, dans l'article 1 de la Constitution, l'État congolais est déclaré un État laïque. Lorsque, par exemple, vous décrétez jour férié, le 6 avril, mais n'oubliez pas aussi que ces 6 avril-là ont été toujours commémorés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commémore le 6 avril, les jours où on a fondé ou créé l'église kimbanguiste. Avec Kassavou, il y a eu le 6 avril. Avec Mobutu, il y a eu le 6 avril. Avec Mose Kabila, il y a eu le 6 avril. Avec Joseph, il y a eu le 6 avril. Pourquoi il n'a pas décrété un jour férié? Moi, je crois que ça, c'est du pire populisme. Quel est le problème?
nous sommes dans un état laïque. Lorsque vous décrétez le 6 avril, jour férié, parce que c'est un jour de naissance ou de fondation d'une église qui est l'église kimbangiste. Et que dira-t-on par exemple l'église comme Bundu Dia Congo? Parce qu'il y a eu aussi un jour où on a vu naître l'église de Bundu Dia Congo. Non, mais le parcours de monsieur, Excusez-moi, patron de Bundu Dia Congo par rapport au parcours de monsieur Simon Kimbangu. dans l'article, non, ici on ne parle pas de Simon, on parle de l'église kimbangiste. Alors, le 6 avril, alors je si voudrais on terminer parle même ça. pas du 6, on peut chercher la date de sa naissance. Je voudrais terminer ça. Parce que le 6, c'est la création de l'église. Laissez-moi parler. Allez, Excusez-moi. On n'est pas tout le temps. C'est-à-dire que le 6 avril, on parle de le jour de la naissance de l'église kimbangiste. Dans l'article 22 de la Constitution, on dit qu'on parle de la liberté des religions. On ne veut pas qu'on puisse enfreindre à la liberté de qui que ce soit par rapport à sa croyance, par rapport à sa religion. Dès l'instant où on dit par exemple le 6 avril, comme c'est le jour de la naissance de l'église kimbangiste, les catholiques peuvent revendiquer aussi pour leur naissance, que ça soit férié, les branches peuvent revendiquer aussi les leurs et consorts. Mais peut-être, par la bonne forme, Ça, c'est la peut-être, proposition. parce que Ça, c'est maintenant ta proposition. la proposition c'est quoi? Ça dit si on doit retenir la date, qu'on retient la date du décès de Kimbangu par exemple, parce que Kimbangu est mort en martyr. Voilà. Par rapport à cela, on peut retenir le jour de sa mort, qu'on puisse décréter le jour, parce que là ce n'est pas pour un problème d'église, c'est un problème de quelqu'un qui est mort par rapport à ses convictions, par rapport à ses croyances, par rapport à la liberté. Il faut faire un distinguo Entre l'église, entre l'homme Kimbangu, qui était un héros, qui est mort martyr en défendant ses convictions. Par rapport à cette liberté de croyance, le Mundele a un frère à la liberté de croyance de Kimbangu. Il est héros aujourd'hui. On peut que décréter à la rigueur sur le jour de sa mort et non sur la naissance de l'église kimbanguiste, parce qu'il y a plein d'églises qui peuvent revendiquer ça aussi. Merci beaucoup. Mais je voudrais terminer mon frère. Vous savez qu'aujourd'hui le Congo acquise un recul terrible et que lorsqu'on parle par exemple des jours chômés et payés, ça fait 9 qui on doit payer et qui chôme et qui on doit payer. Vous savez qu'aujourd'hui le peuple congolais vit de l'informel. Lorsqu'on va demander par exemple à quelqu'un qui ne sait pas, c'est parce qu'il ne sera pas payé, qui vit au jour et au jour, de ne pas ouvrir son magasin. Moi je pense qu'il y a trop de jours fériés au Congo, alors que nous sommes à un retard, nous sommes en train de courir derrière la montre. Merci beaucoup. Le Congo aujourd'hui est derrière les États. Très bien, vous l'avez dit. Et au bas de l'échelle sur l'échiquier international. Merci beaucoup, vous l'avez dit. Si je me permets, avec toute modestie de vous résumer, vous n'êtes pas contre que ce soit un jour où on va célébrer, mais pas la date du 6, parce que la date du 6, ça concerne l'église kimbangiste. Alors que tous, comme Congolais, nous ne nous reconnaissons pas en kimbangiste, mais nous nous reconnaissons à la personne de Papa Simon Kimbangu. Comme héros. Voilà, très bien. J'espère que c'est vraiment bien compris et que tout malentendu est dissipé. Alors, on va parler politique à l'Assemblée nationale. Si vous le voulez bien, on va garder ces thèmes pour le dernier. Les principes que, comme ici, allez en commencer avec les premiers, vous allez commencer avec les deuxièmes. Les thèmes de l'émission, les régions au niveau de la Banque centrale, vous avez suivi la situation économique. Elle est très précaire, mais c'est dans ces entrefaites que nous apprenons. Je ne sais pas si vous l'avez appris, hein. C'est lettre du 22 de M. Eberand qui écrit au ministre de l'économie, qui écrit également au ministre des Finances. Après, c'est la dame de l'économie qui écrit à son collègue des Finances pour procéder au paiement de l'argent réservé aux pétroliers. Mais ça fait jaser, on dit que l'argent n'a pas été décaissé au niveau du trésor public, mais c'est plutôt un emprunt qui est passé par la Robank. 80 millions. Et les 15%, ça fait 12 millions. Pourquoi passer par la Robank, vous payez une dette en contractant une autre dette qui va générer des intérêts que de passer par la Banque centrale? Vous savez que mon cher frère, lorsque vous parlez de tels montants au Congo, les Congolais souffrent d'une façon de 12 millions, de 15 millions. Faut pas exagérer. Ça fait très mal au cœur, mon frère. La dernière en date, c'est au niveau de la présidence de la République. On a parlé de 15 millions de dollars que les chefs d'État appelleraient rétro-commission. C'est-à-dire un groupe d'individus qui se partagent l'argent du contribuable congolais comme 15 millions de dollars. Vous savez que nous, Congolais, nous sommes champions à des chiffres. Quand on prenait 15 millions, mais 15 millions de dollars, ça c'est un groupe d'individus qui prend ça. Moi, vous vous souviendrez qu'en fait, avec l'inspecteur, je pense que l'inspection générale des finances qui a été créée depuis 1987 sous Mobutu
a pour mission le contrôle des finances publiques. C'est ça les missions traditionnelles de cette institution. Alors lorsque, si ma mémoire ne me trahit pas, l'inspecteur Batou Benga, avant que Alinguet arrive, a soulevé ces problèmes. Ce problème a été étouffé dans l'œuf. Lorsqu'on a parlé de 15 millions de dollars, que lui-même le chef de l'État a qualifié ça de COP, alors que nous sommes dans un pays, un état de droit, nous avons des magistrats qui sont là pour qualifier l'infraction. Il n'appartenait pas au chef de l'État de parler de COP, et aujourd'hui personne n'en parle. Aujourd'hui vous parlez de l'histoire de 12 millions de dollars. Qu'on parle des rétro-commissions, des COP, de 12 millions de dollars, il y a quelqu'un qui va à la banque centrale, qui prend de l'argent, 80 000 dollars, il y a 12 millions de dollars qu'il retire, qu'il parle des COP, des rétro-commissions. Cet argent est distribué entre individus. Nous avons l'IGF. Mais là aussi, moi je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a toujours décrié notre justice, qu'on a été en face d'une parodie de justice, ou une justice à double vitesse, ou une justice à sens unique. Aujourd'hui, nous voulons que même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir consentent que l'IGF est en train de faire sa mission. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'histoire de l'Éteni Longondo, de l'IDPS qui est ministre de la Santé, comment il avait bloqué de l'argent des prestataires de Covid-19 pendant des mois. Et cette histoire, elle est restée lettre morte. Il y a silence radio à cet égard. Nous voulons que lorsqu'on doit parler de l'IGF, qu'on parle de l'IGF, une inspection générale des finances qui contrôle tout le monde, sans discrimination, la gestion actuelle du moment. Vous voyez, aujourd'hui on parle de 12 millions de dollars au niveau des ministères de l'économie. Si même moi ne me trahit pas, c'est Alinguet qui aujourd'hui qui est inspecteur général des finances, qui a été Dirkaba de cette ministre de l'économie, Madame Akassi. Alors qui doit faire, qui doit contrôler? Est-ce que lui, l'inspecteur là, Alinguet, serait jugé parti? Ça serait raisonnable que lui contrôle cette histoire de 12 millions de dollars? Ou faut-il? Vous savez que l'Assemblée nationale a pour mission d'interpeller les ministres. L'Assemblée nationale a pour mission d'élaborer des lois. Mais l'Assemblée nationale a pour mission aussi d'initier des commissions parlementaires qui vont aller contrôler des services publics, qui vont aller contrôler des ministres. Aujourd'hui, nous sommes en face, parce qu'aujourd'hui, si on parle, par exemple, M. Serge, qu'il y a un corps sans vie au niveau des boulevards, sur 24, vous êtes magistrat, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsqu'on crie, non, il y a un corps là-bas sans vie, vous devez se descendre sur le terrain pour voir est-ce que c'est vrai. C'est ça votre mission, de chercher l'infraction et de qualifier l'infraction. Nous avons le chef de l'État qui est magistrat suprême, qui peut intimer l'ordre au ministre de la Justice, qui peut intimer l'ordre au procureur de la République de chercher l'infraction. Parce que là, ce sont des activités de droit qui le disent. Qu'il y a 12... Est-ce que ce n'est pas réglementaire qu'à chaque exercice, il y a cet argent des pétroliers et on vous dit, il faut, s'il y a eu des trop perçus, soit des trop perçus, on prend l'argent et dans cet argent, il y a une commission qui siège en passant par les cabinets du ministre. Ça, c'est un acte illégal, mon frère. Vous savez que ce pays est détruit à cause de ces histoires. Mais c'est Tshisekedi est venu au pays aujourd'hui pour combattre les antivaleurs. Ce sont ces genres d'histoires-là. Si vous voyez même nos routes aujourd'hui, on appelle par exemple les Africas, viens réflexionner telle route. Vous venez, vous ministre, bon voilà, si on vous donne $1 million, vous allez me remettre 100 millions de commission. Le travail ne se fait pas à la hauteur, au travail qu'on s'attendait. À cause de ça, ce sont des antivaleurs que nous, M. Tshisekedi a décrié et qu'il doit à même de combattre. Aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui se sont distribués 12 millions de dollars américains, 12 millions de dollars américains, alors qu'aujourd'hui le peuple congolais souffre. Et à même moment, on remarque que lorsqu'il y a eu cette retour de 12 millions de dollars américains, le Dirkaba de la ministre de l'économie, c'est l'actuel inspecteur de l'IGF. Moi, je crois qu'il ne serait pas jugé par lui. Il ne sera pas aller auditer son ancien patron. Exactement. Il ne sera pas auditer son ancien patron. Mais comme lui aussi, il était du cabinet,
ou qui ne saura être juge et parti. Très bien. Donc moi je souhaite qu'il y ait une commission parlementaire à cet égard, ou bien que le chef de l'État, en tant que magistrat expert, qu'il intime l'ordre au procureur général de la République d'aller chercher l'infraction. Est-ce que c'est quand même normal? Parce que c'est l'argent de pétroliers. Pourquoi ne pas aller à la Banque centrale, au Trésor public, prendre cet argent, que de négocier un emprunt pour payer une dette et un emprunt qui va encore générer des intérêts? Et comment ça s'est passé? Parce qu'on vous dit, le DIRCABA écrit au Premier ministre, le DIRCABA écrit au ministre concerné, mais sans réserver copie au Premier ministre. Comment ça s'est passé? Bon, je ne sais pas si vous avez la même perception de la gouvernance que ceux qui sont au pouvoir, mais ce qui est vrai, c'est que le pays va très mal. Très mal, justement, parce qu'on n'a pas tendance à respecter la norme. Vous savez, la chose la plus fascinante que l'homme a pu inventer, c'est l'État. Dans sa complexité, pour que celui-ci fonctionne normalement, il faut respecter les normes. Et fort heureusement pour la République, nous avons des lois, nous avons des normes préétablies qui permettent à ce que nous marchions conformément à la volonté du peuple. Vous avez la Constitution, vous avez les lois, vous avez la réglementation en ce qui concerne les finances publiques. Et fort malheureusement, si je dois insister, pendant plusieurs années, nous sentons que les lois des finances ne sont pas respectées justement parce que les gens veulent profiter de la faiblesse de l'administration pour s'engraisser et de manière insolente. On lance une option, celle d'accompagner les opérateurs dans le domaine du carburant, si on doit le dire, le pétrolier. On calcule le manque à gagner et puis on fixe la décote. On dit non, voilà, si vous nous permettez, vous nous arrivez à stabiliser le prix, à fixer un prix dit social, eh bien nous, l'État, nous allons compenser pour réduire les effets pervers de cette décision et permettre à ce que le prix soit stabilisé sur le marché. Mais il y a deux éléments que nous devons prendre en évidence. Les grands centres peuvent avoir l'avantage parce qu'il y a baisse des prix, mais au niveau de province, il n'y a pas de standardisation. Tous les territoires n'ont pas le même prix. Ah oui, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Ce qui sous-entend que si vous allez dans ce sens, en principe, on devait orienter ces fonds, ce qu'eux appellent des cotes, c'est que M. Félix Tshisekedi a appelé abusivement COP, on devait orienter justement pour standardiser le prix. Comme ça, on ferait œuvre utile. On sait que lorsqu'il y a négociation dans la cellule de suivi des structures de prix, ce qui va être dégagé va permettre à ce que nous standardisions le prix. Ça n'a pas été fait. On donne la possibilité à ceux qui sont à la tête des institutions de se partager ou de se répartir la décote. Ce qui sous-entend, on crée une motivation pour entretenir ces mécanismes. On fait des calculs, on se rend compte qu'en 2019, il y avait une décote, il y avait 100 millions de dollars, on calcule le pourcentage et ça donne 15 millions. Il y a eu tollé, les gens ont réagi. Il y a eu un enquêteur, ou sinon un auditeur en chef, l'IGF de l'époque, qui a lancé les opérations pour enquêter sur la traçabilité. Il a été arrêté, nous avons réagi, et M. Félix Tshisekedi vient pour lui dire, non voilà, continuez avec les enquêtes. Et fort malheureusement, il a été remplacé. Aujourd'hui encore, on nous ramène le même débat. Mais la difficulté que nous autres nous avons, dès lors que les institutions reconnaissent cette pratique, c'est qui sous-entend que la pratique apparaît légale. Justement. Mais il y a aussi le problème de choix. Comment peut-on vouloir payer une dette et aller dans le sens de contracter une autre dette? C'est là met en évidence la pertinence de votre question. En principe, on ne peut pas s'endetter pour payer une dette dès lors qu'il y a des effets d'intérêt qui peuvent s'ajouter sur le principal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Il y a un flou, même la banque, j'étais le nom de la banque ici, parce qu'on risque de dire que nous faisons la mauvaise propagande sur la banque. Qu'est-ce qui se fait que, au lieu d'attendre que ça soit payé par les trésors, mais on va contracter, et puis le Premier ministre, dans notre temps, on vous dit que le Premier ministre n'a pas été informé. Pourquoi tout cela? Non, mais c'est justement parce qu'il y a des dividendes politiques et financières
qui justifie la position. C'est-à-dire qu'en voyant déjà le fait qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que le fait seulement qu'on sait qu'en payant la dette, on peut soutirer quelque chose, et bien ça justifie en partie ce qui s'est passé. Ils sont allés vers une banque, aller faire payer à l'État, en ajoutant à cela les intérêts, pour qu'eux aient la possibilité de soutirer les 12 millions. Voilà. Ce qui fait que lorsqu'on va répartir, on va tenir compte de la Donc même, ce sont des individus, attendez pour ne pas vous couper, ce sont des individus qui vont toucher les 12 millions, l'équivalent de 15% des 80 millions, mais l'État va payer ça dans les intérêts que ça va générer avec la dette contractée auprès de la banque. Non, mais ce sont là des réalités, parce que la banque commerciale n'est pas un enfant des cœurs. La banque commerciale va exiger des intérêts. C'est que sous-entend que l'État paye et la dette, la principale, et l'intérêt qui va exiger la banque qui a payé pratiquement toutes les transactions, c'est que sous-entend que c'est l'État qui va perdre. Et ce qui est aberrant, ce sont les individus déjà payés par l'État qui en ont profité. Et ce qui met en évidence, ce qui pousse l'opinion à réagir, c'est l'attitude avant le paiement qui nous met mal à l'aise. On nous dit ici qu'on est en train de combattre la mégestion. On a mis en place une stratégie pour traquer tous ceux qui gèrent mal. Et parmi les mécanismes qu'on a mis, on a mis l'accent sur l'inspecteur général des finances. Oui. Nous le savons tous, que pour faire sortir l'argent aujourd'hui, il y a l'inspecteur général des finances qui intervient dans la chaîne de dépenses. C'est que sous-entend que déjà au départ, la loi n'a pas été respectée, la constitution n'a pas été respectée, parce que c'est lui qui doit faire le contrôle en aval, il agit en amont. Ah oui, il devient comme un gestionnaire aussi. Il devient juge de parti. C'est que sous-entend quoi? Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec les agents du ministère des Finances, leur dossier a été bloqué. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un dossier juteux qui est passé comme une lettre à la poste, ce qui sous-entend que la motivation était justement de tirer la cote part. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opinion n'accorde plus d'intérêt ou de crédit aux institutions qui sont habilitées à faire le contrôle. Aujourd'hui, tout le monde a reconnu que l'État congolais a payé 80 millions de dollars, même la ministre l'a reconnu. Aujourd'hui, nous savons que la décote a été décaissée. Mais la clé de répartition est floue. La clé de répartition a posé problème. S'ils avaient réparti de manière équitable, on n'allait pas nous en parler. C'est que sous-entend qu'aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui gèrent le fonds public comme si ça appartenait aux familles, qui n'arrivent pas à intégrer la transparence dans la gestion et la rationalité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la crédibilité de l'IGF, de l'institution présidente du gouvernement, sont mis en main. Là, vraiment, Alain a pris, comme on dit, a coupé l'herbe sous mes pieds. Et le silence de l'IGF sur la question, ça vous étonne? Ça s'explique? Le silence de l'IGF sur la question ne m'étonne pas, parce que l'actuel était Dirkaba, des ministres de la Justice et de l'économie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous savez que tout ce qui se passe, il y a un dysfonctionnement inouï au niveau de l'institution présidente de la République. Vous avez ce niveau, vous savez que l'institution présidente c'est la première institution du pays qui doit être un même modèle. Nous avons l'institution présidente de la République, nous avons le gouvernement et les autres, les deux chambres du Parlement. Mais les autres doivent être les modèles des institutions. Mais aujourd'hui, je suis navré que même si on doit parler du dépassement budgétaire, on parle au niveau de l'institution présidente de la République. Vous savez, M. Serge, vous savez que M. Kabila avait laissé au moins plus de 450, si je m'abuse, emplois au niveau de la présidence de la République. Moi, aujourd'hui, ils sont au nombre de 1100. C'est pas vrai. 1100 emplois au niveau de... Est-ce que toutes ces personnes existent ou bien il y a des effectifs aussi? Donc, même au niveau de l'institution, il mérite d'être, qu'on puisse auditer l'institution présidente de la République. Le président de la République étant garant du bon fonctionnement des institutions, peut initier un contrôle. Mais c'est encore du travail de l'IGF. L'IGF, c'est maintenant Boukangalonzo, c'est les sénateurs. Non, le problème, c'est que c'est les entreprises publiques. Vous savez que ce qui a détruit la justice congolaise, on risque même de croire que les gens qu'on est en train d'arrêter sont des prisonniers politiques. Si l'IGF allait dans un sens cynique,
ou si on était en face d'une IGF qui fait une justice à double vitesse. Raison pour laquelle je vais dire au début ici qu'on voudrait voir l'IGF à l'œuvre, que l'IGF ne puisse pas avoir une couleur politique. Merci beaucoup. Parce que c'est ça qui a détruit le pays. La justice doit être au milieu du village, qui doit être une justice neutre, qui doit juger tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une affaire de 12 millions de dollars. On remarque que dans cette affaire-là, à cette époque-là, l'inspecteur général des finances était Birkaba, de la ministre de l'économie. Il est de bon sens que tu dois avoir contrôle, qu'on puisse initier une commission parlementaire, par exemple. Alors, son prédécesseur était venu dans cette affaire-là. Celui qui lui a succédé. Oui. Parce que l'affaire avait semblé éclabousser un peu Vital Kamere à l'époque. Bon, c'est peut-être dans des contextes difficiles, mais presque les mêmes contextes. On ne va pas revenir sur ça. C'était pendant que le Premier ministre était en hibernation, Bruno Tshibala. C'est aussi les mêmes scénarios aujourd'hui. Le Premier ministre d'aujourd'hui est aussi neutralisé et que c'est maintenant la présidence qui se comporte comme des centres d'ordonnancement des recettes. Ça ne peut pas, ça ne se fait nulle part au Congo. Merci. Lorsque vous avez un Premier ministre qui est démissionnaire, il ne reste pas à la maison bras croisés. Mais il assure les affaires courantes. Les affaires courantes, parce que le pays doit respirer. Il n'appartient pas au président parce qu'aujourd'hui nous avons l'exécutif, nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, nous sommes dans un exécutif qui est monocéphale. C'est-à-dire vous avez qui ça? Joe Biden. Joe Biden qui est là, qui contrôle le gouvernement. C'est Joe Biden qui est responsable devant le Parlement. Ici, chez nous, nous sommes dans un exécutif qui est bicéphale. C'est-à-dire un exécutif qui a deux têtes. Vous avez le président de la République et le Premier ministre. Vous avez le Premier ministre. Merci beaucoup. Le Premier ministre est responsable devant le Parlement et devant les chefs. C'est lui qui gère le pays. Merci. Mais si vous dites aujourd'hui que le tout est centré à la présidence de la République, qui va ménager quoi? On va aller à l'Assemblée nationale, mais c'est quand même une affaire ténébreuse. Ça ne concerne pas que le ministre. Est-ce que même ces multinationales-là, elles ne sont pas concernées? Elles qui touchent même cet argent, entre guillemets, qui est passé par des mécanismes un peu flous. Ces multinationales au sein des pétroliers. Tout porterait à croire que nous sommes en face du terrorisme d'État, mais qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup. Vous avez des termes trop forts ce soir. Alors, ces multinationales qui acceptent de toucher cet argent, leur problème, c'est pas que l'argent soit sorti de quelle ou de telle manière. Leur problème, c'est de toucher leur dû et c'est fini. Peu importe le mécanisme par lequel l'argent est sorti. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise ou en tant que société, ils n'ont pas besoin de suivre la procédure. Il revient à l'État de fixer ses propres normes, ses propres principes pour décaisser l'argent. Merci. Parce que l'entreprise attend être payée. Vous lui amenez l'argent en cash, ou que ça soit par l'argent détourné, l'argent volé. Non, mais ça devient détournement qu'au niveau de l'État. Eux ont perçu sur base d'une facture. Très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais je voudrais quand même insister sur un fait. Il faut terminer. Vous savez, l'article 91 de la Constitution est suffisamment clair. Les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Et l'article 93 dit le Premier ministre est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Il gère au quotidien. Il gère au quotidien. C'est lui qui est responsable devant le Parlement. Quand il s'agit d'un département, il y a le Premier ministre et le ministre en charge de ces départements qui doivent, répondre devant le Parlement. Lorsque vous gardez, vous écrivez une correspondance à tous les ministres sans le Premier ministre, c'est que ce n'entend on dit à l'époque qu'il était déjà démissionnaire. Non mais attendez, l'administration, le Premier ministre investi ne se remplace que par un Premier ministre investi. Même s'il pouvait être démissionnaire. S'il est démissionnaire, qu'en est-il de son ministre? Ah voilà. Non mais le problème c'est que même si le Premier ministre n'est pas là, dans le principe de la continuité de l'État, il y a quelqu'un qui doit le remplacer. Merci beaucoup Alain Bolodjoa, merci beaucoup à monsieur Jean-Paul Kazamba. Je m'ai rappelé, ces deux lettres datent du 20 janvier. Mais le Premier ministre n'a pas été dessus le 20, il a été dessus je crois le 27. Donc il était encore en fonction. Parce qu'il y a un flou, ça ne va pas.
C'est un argument qui ne tient pas la route. Le 20, le Premier ministre était encore en fonction et c'est le 27 que l'Assemblée a voté la pétition contre l'importante déchéance du gouvernement de la République. Madame, Monsieur, ce soir, je rappelle que je reçois pour vous Monsieur Alain Bolédois, Monsieur Jean-Paul Kazamba. On est en train de survoler l'actualité. On va terminer par l'Assemblée nationale parce qu'il y a eu tout un débat le mercredi sur les atrocités à l'est du pays. On a identifié près de 8 provinces. Vous avez le nord, le sud Kivu, vous avez une bonne partie du Maniema, mais également la province de l'Ituri, vous allez dans les grands Katanga, mais également. Alors, c'était un débat à bâton rompu sur les exactions à l'est. Un petit commentaire sur même l'avenir de cette commission. Ça sera une commission de députés non originaires et un peu cette menace de Mbosso qui avait dit à ses collègues de quitter les groupes armés. Quel sens vous donnez cette fois-ci à cette commission parlementaire qui doit non simplement auditer et faire des enquêtes, mais évaluer aussi les moyens qu'on disponibilise pour nos forces armées et de défense de sécurité? J'allais dire d'abord un mot, juste pour terminer. Ici, on ne parle pas du ministre qui est démissionnaire, mais du gouvernement qui est démissionnaire. Voilà. C'est-à-dire qu'on parle de ministre avec les primus inter parce que le premier est le premier parmi ses pairs. Voilà. Il est aussi ministre, mais le premier parmi les premiers des ministres. Exactement. Voilà. Donc c'est le gouvernement qui est démissionnaire. Le premier ministre et les ministres. Sur le problème de l'Assemblée nationale, c'est regrettable, mon frère. Mbosso a des missions. Peut-être qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire au perchoir. Là, nous ne sommes pas dans une église. Vous savez que ces rebelles-là, s'il y a soit des députés qui sont derrière ce groupe armé, il y a des prêtres qui les ont dit, il y a le pape qui a dit ça, même Soumabunda également. Vous savez que ce sont des gens qui ont goûté du miel, qui ne peuvent pas entendre. Ici, Mbosso, étant que président de l'Assemblée nationale, il a des prérogatives d'intervenir dans le ministre de la Défense. Il n'est pas là pour prêcher les gens, ce n'est pas une église. Ça m'a fait très mal au cœur d'un président de l'Assemblée qui ne sait pas ce qu'il a tenté de faire dans un perchoir de l'Assemblée nationale. On a dit que c'était très courageux de sa part. Non, non, ça c'est, quand vous dites ça, est-ce que ça vous écoutez? Ces gens qui sont là, qui ont la chair, qui ont l'os dans la bouche, et que vous leur dites de laisser ça. Ils ne vont pas écouter. Le pape l'a dit, l'église catholique l'a dit, ils n'entendent pas. Ce n'est pas sa mission. La mission de Mbosso, c'est d'interpeller des ministres lorsque ça ne va pas. Ici, nous avons affaire à l'Est, qui est devenu aujourd'hui le ventre mou de la RDC. Nous avons un commandant suprême de l'armée, qui est M. Félix Tshisekedi. Nous avons un ministre de la Défense qui est là, qui doit être interpellé à l'Assemblée nationale pour l'entendre. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons une armée. Les gens ne vont pas vous entendre. Ce n'est pas question de prêcher. Vous avez un pays vaste, riche, mais qui n'est pas sécurisé. Vous donnez aucune La mission première, non, vous l'avez déjà dit, il ne faut pas répéter les missions dévolues à l'Assemblée. Est-ce que vous donnez finalement aucune chance à cette commission parlementaire? Vous créez... Non, c'est ce qu'il devait faire. Déjà fait. J'allais terminer. Oui. L'Assemblée nationale a pour mission d'interpeller le ministre. L'Assemblée nationale a pour mission d'initier des commissions parlementaires. Ok. Mais il n'a pas pour mission de dire, bon voilà, je demande aux groupes armés, je demande... Non, quelle chance accordez-vous? Parce que pour moi, je trouve que, pas peut-être moi, le sens que j'accorde... C'est pas pour la première fois, hein. Il y a eu des missions parlementaires à l'est du pays. Oui, mais le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Le problème c'est que si déjà les gens qui sont partis, ils sont eux-mêmes aussi par exemple, ils font partie du problème. Ça ne va aboutir à rien. Voilà pourquoi on a dit qu'on ne va pas donner, on ne va pas intégrer les députés originaires du coin, parce que semble-t-il certains d'entre eux sont, je vais revenir à vous, certains d'entre eux sont même les tireurs de ficelles. Ils entretiendraient des groupes armés. Mbosso l'a dit, et même relayé par son vice, M. Kabound, pour dire qu'ils avaient des listes et des rapports de services. Mais si ces gens-là ont des listes, pourquoi ne pas lever leurs immunités et les traduire devant les juridictions tant civiles que militaires? Non, mais en tout cas, il faut reconnaître que votre question est excessivement pertinente.
J'insiste sur ce point-là, justement parce que vous venez de jeter en pâture tout ce que nous semblons soutenir aujourd'hui en termes de fonctionnement de l'État. Il est reconnu dans toutes les républiques que lorsque vous violez les lois de la République, on doit vous sanctionner. Mais on fait exception. Qui a dit qu'un député ne peut pas être sanctionné? Qui l'a dit? Peut-être la procédure peut être longue. Voilà. Mais quand il s'agit de la sûreté de l'État, la procédure ne doit pas être celle de lever les immunités. Parce que là, on touche à l'État. On tue des gens, nous sommes dans un cas de flagrance. Est-ce que vous savez que même dans les zones occupées par les groupes armés, l'État congolais a eu à organiser les tests TENAFEP, a eu à organiser l'examen d'État, a eu à organiser toutes les opérations administratives pendant tous ces temps. Ce qui sous-entend que l'État sait que dans telle zone, c'est un groupe armé qui gère et on doit négocier avec ces groupes armés pour un temps afin de mener telle ou telle autre opération. Ça, c'est gravissime. Le pays va très mal. Et nous n'arrivons pas à pointer du doigt le responsable. Monsieur Mbosso, quelle que soit la forme, parce qu'il a péché que par la forme, mais dans le fond, il a raison. Il y a des gens qui entretiennent de groupes armés et qui se retrouvent au sein des institutions. Pas n'importe quelle institution. L'institution Parlement. Qui représente le peuple. Qui représente le peuple. C'est ce même peuple. C'est le peuple qui est massacré. On nous envoie des vidéos à la télé et sur les réseaux sociaux. Et ce sont les mêmes personnes qui vont porter la responsabilité de résoudre le problème. C'est qui s'entend qu'il y a un sérieux problème. Et vous mettez en place une commission. Il y a un principe de la société qui dit le loup ne se mange pas entre eux. Même si on ne mettait pas le membre de ces points-là, il y aura toujours solidarité. Ils vont se protéger mutuellement. L'État n'a pas besoin de mettre en place une commission lorsque le service donne des informations. Il y a tuerie, il y a co-responsabilité, on doit établir les responsabilités et les juger. Si on ne les juge pas, c'est qui veut dire qu'il y a complicité. Notre souci, c'est aujourd'hui d'arriver à sécuriser la population. Et ceux qui bénéficient, qui fait campagne sur ce thème-là, de la sécurité. Non, mais personnellement, je ne crois pas à la bonne foi de M. Félix Tshisekedi. Je le considère comme problème, ce qui veut dire que je ne peux pas aller dans son sens, dans sa démarche. Nous voulons résoudre le problème de l'insécurité, parce que ce problème de l'insécurité a une incidence sur les finances publiques. Justement. Il y a un problème de souveraineté, un problème identitaire, parce que la question, elle est transversale. Et nous voulons résoudre le problème. Le fait seulement qu'on a dénoncé à la place publique qu'il y a des complicités au sein des institutions. On ne peut pas encore mettre en place une commission. La commission, là, va mener quoi comme enquête? Mbosso ne pouvait pas dire comme deuxième personnalité du pays sans en avoir le cœur net. Mais effectivement, c'est ça en fait le problème. On veut flouer parce qu'au Congo, lorsqu'on initie des enquêtes, on veut étouffer l'affaire. Nous voulons assez que les responsabilités soient établies, qu'on extirpe des institutions tous ces éléments malicieux qui ont occasionné la mort des Congolais et en même temps faire en sorte que la population vivant dans ces coins-là soit sécurisée. Pas plus tard qu'hier, il y a une mort d'homme. Ah oui. On continue à tuer nos concitoyens. Ces gens-là qui payent l'impôt, qui permet à ce que le député, le ministre puisse s'engraisser, ces personnes-là ne sont pas sécurisées. Alors que la mission régalienne de l'État, c'est sécuriser les Congolais et leurs biens. Ce n'est pas ce que nous faisons. Accordons-leur les bénéfices des doutes. On attend. Si cette commission prendra combien de temps pour revenir avec les résultats, parce que le plus important, c'est que les armes puissent se taire à l'est du pays, que ce soit les groupes armés internes et locaux, tout comme étrangers, puissent quitter l'est de la République, mais aussi que la communauté internationale puisse nous aider, parce que, comme vous l'avez souligné, M. Alain, la question, elle est transversale. Et ça touche aussi à certains de nos voisins qui alimenteraient les foyers de tension dans cette partie, pourvu que ça reste comme le ventre mou et leur permettre de pouvoir opérer en toute sérénité. Merci à vous, M. Alain. Cette émission est terminée. C'est pour votre première participation à ces magazines. J'espère vous retrouver très prochainement. Avec plaisir. Merci à M. Jean-Paul Kazamba. Jean-Paul Kazamba. Merci à vous, on se retrouve très prochainement. Merci, monsieur. Prochainement, on parlera des projets de société du FCC. Maintenant, comment vous vous comportez dans l'opposition? Est-ce que vous allez tenir
au bout de 10, 20 ans, 15 ans, vous pensez faire de l'opposition votre carrière ou bien vous pensez revenir encore au pouvoir, de quelle manière? On en parlera très prochainement. Mais avec des spectacles aujourd'hui, chaque jour qui passe, les gens sont en train de réclamer Kabila. On regarde ce que nous vivons aujourd'hui. Madame Kabila, c'est-à-dire que ce qui se passe montre. Les gens qui sont toujours criés pendant 37 ans. Pendant 37 ans, sous les armes, aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'elle vient danser. Moi, je crois que c'est difficile de plus oublier Kabila par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Allez, madame, oublier Kabila, il faut voir quand il serait dans les actions. Merci beaucoup. Aucune action sur le terrain. Allez, ce débat va se poursuivre dans le couloir. Nous rendons l'antenne. Bonne évasion sur les antennes de CCTV et on se retrouve à la semaine prochaine.